Bonjour, je t'ai préparé un épisode en deux parties assez courtes. Je publie une partie cette semaine et l'autre la semaine prochaine. Le titre du podcast pose le sujet: la légitimité d'une personne à s'exprimer ou non sur un sujet. Mais ça peut être aussi qui a le droit, dans le sens à qui donne-t-on le droit de s'exprimer? À qui donne-t-on la parole ou pas? Qui entend-on? Qui refusons-nous d'entendre? J'ai considéré plusieurs angles pour aborder ce sujet avant de m'arrêter sur celui que je viens de te présenter. En effet, en tant qu'apprenant ou apprenante de français, même si tu as déjà atteint un haut niveau, j'imagine que tu doutes de tes capacités à t'exprimer sur des sujets sensibles comme les conflits ou des thèmes de société ou politique qui te tiennent à cœur. Donc je vais aussi te donner quelques conseils qui, je l'espère, te seront utiles. Cette semaine, je vais commencer par parler de la prise de parole des personnes célèbres, ainsi que les lieux où elles ont le droit de le faire ou non. C'est un épisode pour te donner du vocabulaire et des idées, les miennes, sur ce sujet, mais j'espère que tu le considéreras aussi comme une opportunité de pratiquer ton français en donnant ton avis sur le sujet après avoir écouté l'épisode. Ensuite, la semaine prochaine, je parlerai des gens qui, on va dire des gens normaux, les gens lambda, les gens comme toi et moi, sauf si tu es célèbre, les étudiants, les étudiantes, les citoyens, citoyennes et toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément le droit de vote, mais qui ont une opinion et qui veulent l'exprimer. Et en particulier sur ce que ça veut dire d'être une personne lambda qui veut exprimer son opinion dans une langue où elle ne se sent pas à l'aise. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Avant de commencer aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. C'est pour un webinaire le 20 juin. Je t'invite à un webinaire que j'organise le 20 juin, qui est, je n'ai pas peur de le dire, une mine d'or d'informations et de questions puissantes sur les phases de l'apprentissage. Chaque apprenant apprend différemment, mais on passe tous et toutes plus ou moins par les mêmes grandes phases quand on apprend une nouvelle langue. En tout cas, si on commence à apprendre après 7 ou 8 ans. Le fait de connaître ces différentes étapes va t'aider à ajuster tes attentes et à te concentrer sur les actions les plus pertinentes à un moment donné. Je vois tellement d'apprenants et d'apprenantes perdre leur énergie et leur temps à se sentir mal, à entretenir des pensées négatives au lieu de consacrer 100% de leur force à l'apprentissage et à la pratique. Ça me rend folle. Donc j'ai conçu ce webinaire qui sera en anglais comme un guide pour t'accompagner à toutes les étapes de ton apprentissage. J'y parlerai des compétences linguistiques à privilégier à chaque étape, mais aussi de mindset, une sorte de conversation avec tes pensées limitantes pour t'aider à normaliser les difficultés que tu rencontres pour avancer plus sereinement, même quand c'est difficile. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est souvent difficile. Donc, ce webinaire, tu pourras le voir, le revoir et y trouver à chaque fois de nouvelles choses qui attirent ton attention et te permettent d'avancer vers le palier suivant. Ça deviendra ensuite un cours en ligne divisé en courts chapitres, mais le prix sera plus élevé. Donc, si tu veux avoir accès au webinaire interactif du 20 juin à prix réduit et ensuite au cours en ligne avec ses mises à jour gratuitement, n'oublie pas de t'inscrire avant le 21 juin. Le lien pour plus d'infos et pour t'inscrire est dans les notes de l'épisode. Et oui, j'ai bien dit le 21 juin parce que le webinaire sera accompagné d'un soutien, une ligne ouverte avec moi où tu pourras m'envoyer tes questions et on pourra discuter pendant 24 heures autour du webinaire. Donc c'est pour ça que je te laisse jusqu'à le jour suivant, le webinaire, pour t'inscrire. Donc n'oublie pas, le lien est dans les notes de l'épisode. Allez, on commence avec le sujet d'aujourd'hui. Les personnes célèbres doivent-elles prendre position publiquement sur des sujets qui ne les concernent pas directement, comme les conflits par exemple? Donc c'est vraiment au cœur de l'actualité, mais bon, malheureusement, il y a des conflits tellement souvent que c'est toujours au centre de l'actualité. Donc tout d'abord, je voudrais reconnaître le fait que les personnes célèbres
sont des humains, donc on doit leur reconnaître le droit d'exercer leur libre arbitre et de décider par elles-mêmes si elles souhaitent afficher ouvertement leurs opinions ou non, en particulier sur des sujets qui ne les concernent pas directement comme les conflits. Mais c'est pas si simple. Il y a aussi beaucoup d'attentes qui entourent ces personnes très exposées de façon publique. C'est pas toujours facile d'être une star. En tout cas, il faut s'habituer à être examiné sous toutes les coutures et à être critiqué. Pour commencer, et ensuite je voudrais parler de deux catégories de personnes célèbres aujourd'hui. Premièrement, le cas des sportifs et sportives de haut niveau, et ensuite les artistes. Les sportifs de haut niveau, si on doit résumer, c'est plutôt cours vite, mais tais-toi. T'as pas beaucoup de place pour exprimer des opinions politiques ou sociales tranchées. Donc, au niveau des personnes célèbres aussi, tout le monde n'est pas égal. Si les sportifs et sportives de haut niveau ont le droit de nous divertir, on tend à leur demander de garder le silence, appelé à tort neutralité par les instances dirigeantes du sport telles que le Comité international olympique et la FIFA. Apparemment, porter une tunique aux couleurs de son pays implique de devoir renoncer à sa liberté d'expression afin de ne pas gâcher, soi-disant, ces grands événements populaires qui peuvent en fait être de formidables outils de propagande que les gouvernements ne se gênent pas, eux, pour exploiter à des fins nationalistes ou en tout cas patriotiques et politiques. L'exemple le plus frappant est bien sûr les JO de Berlin de 1936. Donc les JO comme plateforme politique, non, sauf si c'est au service des gouvernements, mais pas des athlètes. Je ne sais pas comment seront traités les drapeaux palestiniens dans les stades des Jeux Olympiques de Paris cet été, mais le fait d'avoir exclu la Russie suite à son agression sur l'Ukraine et de ne pas exclure Israël en 2024, ni des Jeux Olympiques ni du concours de l'Eurovision par exemple, démontre selon moi un parti pris difficile à justifier si on se fixe les droits humains comme critère de décision. La riposte du gouvernement de Netanyahou suite aux attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas est absolument disproportionnée et vise à l'élimination d'un peuple en ciblant notamment ses femmes et ses enfants. Et rien ne peut justifier cela, ni le fait de fermer les yeux. Donc, on peut se poser des questions sur les Jeux Olympiques et le traitement réservé aux athlètes russes et aux athlètes israéliens. Pour en revenir aux sportifs et sportives, certains et certaines sont très gênés quand on leur demande de s'exprimer sur ces sujets auxquels ils ne connaissent pas grand-chose. On les paye pour jouer au foot, pour courir vite, pour faire du vélo, etc., pas pour analyser ce qui va mal dans le monde. D'un autre côté, il y a aussi une certaine forme d'élitisme et de stéréotype qui considèrent que si tu fais du sport, tu n'as rien dans le crâne. On suppose que tu as une pensée simpliste, alors qu'en fait, c'est comme dans toutes les couches et tous les domaines de la société, il y a aussi des sportifs et sportives qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, peut-être parce que ça les touche personnellement ou pas, peut-être parce qu'ils ont connu la pauvreté, le racisme ou d'autres situations difficiles, ou juste par simple intérêt. Ils et elles se forgent une opinion, ont des convictions qu'ils et elles peuvent avoir envie d'exprimer. Donc, pourquoi n'auraient-ils pas le droit de le faire comme les autres personnes célèbres ? D'un autre côté, on a les artistes. Les artistes ont-ils plus de légitimité à s'exprimer que les sportifs et sportives ? En effet, d'un côté, les artistes, comme les sportifs et sportives de haut niveau, en tant que figures publiques, ont une plateforme et une voix qui peuvent atteindre un large public. Quand ils et elles prennent position sur des questions importantes, ça peut sensibiliser et inspirer leurs fans et le public à s'informer et à agir. Par exemple, c'est pas une opinion. L'orientation sexuelle n'est pas une opinion, mais le fait d'en parler librement, de ne pas le cacher, de soutenir les personnes qui en parlent, c'est une prise de position par les actes contre les personnes homophobes qui voudraient invisibiliser les homosexuels. L'homosexualité a commencé à être tolérée dans les milieux artistiques en premier, mais c'est encore largement un tabou dans le monde sportif.
Si on a tendance à demander aux sportifs et aux sportives de se taire, on semble attendre des artistes, chanteurs et chanteuses, acteurs et actrices, qu'ils et elles s'expriment. Ils ont et elles ont une image d'intello, d'intellectuel. Pourtant, chanter des chansons d'amour ou jouer un rôle dans des films ne signifie pas en soi-même qu'on est automatiquement plus apte à parler de sujets tels que les conflits armés que quelqu'un qui joue au foot. Bon, c'est vrai que l'art a souvent été utilisé tout au long de l'histoire comme un moyen de commenter et de critiquer les problèmes sociaux et politiques, mais tout le monde qui est dans ce milieu n'a pas forcément une opinion sur tout. En ce sens, et pourtant, beaucoup semblent considérer que les artistes ont une certaine responsabilité d'utiliser leur influence pour promouvoir la paix et la justice sociale. On accole ainsi souvent l'adjectif engagé avec le mot artiste. Un ou une artiste engagée est un ou une artiste qui s'exprime sur des causes sociales. En France, l'humoriste Coluche, actif dans les années 1980 et décédé trop tôt en 1986, est l'un des meilleurs exemples d'artiste engagé, tant dans ses paroles que dans ses actes. Il a fondé l'association Les Restos du Cœur, qui est malheureusement plus active que jamais, pour fournir des repas aux personnes qui n'ont pas assez de ressources pour se nourrir en France. On s'imagine souvent la figure de l'artiste comme quelqu'un de progressiste et humaniste. Mais il ne faut pas oublier qu'ils et elles sont comme tout le monde et toutes les opinions sont représentées. On peut ainsi se servir de la musique pour promouvoir des idées racistes, par exemple. De plus, il ne faut pas oublier que les artistes ne sont pas des experts en géopolitique, les sportifs et sportives non plus, enfin, rarement en tout cas. Leurs opinions peuvent être basées sur l'affect ou sur leur histoire personnelle et être biaisées sans que nous soyons au courant de tout ça. Leurs commentaires peuvent être maladroits, passionnés ou bien informés, mais avons-nous la capacité de juger avant de nous laisser influencer par notre admiration pour ces personnes, par leur charisme? Et il y a d'autres arguments contre l'idée. D'un autre côté, il y a aussi d'autres arguments contre l'idée que les artistes doivent prendre position. Certains préfèrent que l'art reste un moyen de s'évader et de se distraire des problèmes du monde réel sans qu'on nous rappelle constamment tout ce qui ne va pas. Même avec le mouvement MeToo, qui est pourtant nécessaire pour faire changer les choses, on trouve des détracteurs qui aimeraient que le focus reste sur les œuvres artistiques et non sur les accusations contre des acteurs et réalisateurs. En fait, si on analyse plus précisément ce qui se passe, on veut que les artistes s'expriment, mais seulement si c'est pour dire des platitudes très générales du style « la guerre c'est mal, il faut mettre fin à la pauvreté, les enfants ne devraient pas mourir de faim » et ce genre de choses qui n'ont pas beaucoup de... qui n'accusent personne en fait, qui n'accusent personne de ce qui ne va pas. Les artistes elles-mêmes peuvent être réticents à s'exprimer en raison de leur méconnaissance du sujet ou de leur peur de perdre des fans ou des opportunités professionnelles. Mais comme on l'a vu récemment avec les critiques adressées sur les réseaux sociaux à certains artistes qui ont assisté au gala du Met à New York, sans en profiter pour s'exprimer au sujet de la situation dans la bande de Gaza, garder le silence peut aussi décevoir vos fans et vous faire recevoir des opérations de boycott, des critiques sur les réseaux. Donc en conclusion, quand on a une opinion ou des convictions, y a-t-il une issue possible à ce dilemme entre parler au risque de dire des bêtises, de se mettre à dos certaines personnes, voire même de perdre son travail ou pire, et garder le silence, au risque de ne pas dénoncer des abus et sentir un poids sur sa conscience? Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse pour répondre à cette question. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse à ces questions. En tout cas, quand vous êtes une personnalité publique, vous êtes constamment, tous vos commentaires sont observés. Quant aux gens normaux, l'avantage, c'est qu'on ne touche pas des millions de personnes.
donc l'étendue des dégâts est limitée à un cercle restreint. L'inconvénient, en revanche, c'est que ce cercle restreint est probablement composé de personnes qu'on voit souvent, nos collègues, nos voisins, et peut-être même qui comptent pour nous, notre famille. Donc nos amis, notre famille, nos amis, notre cercle proche. Donc, si on émet une opinion impopulaire, on peut potentiellement se retrouver isolé rapidement. C'est une situation difficile à vivre, mais parfois nécessaire. Parfois, il faut savoir s'éloigner de personnes qui ne nous correspondent pas ou plus et aller à la recherche d'un nouveau cercle où on pourra s'exprimer pleinement. Mais c'est pas toujours facile. Que faire si on aime son travail mais pas ses collègues, par exemple? À chacun et chacune de décider. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que, à ton avis, les gens célèbres doivent s'exprimer sur des sujets sensibles, sur des sujets qui ne les concernent pas directement? Est-ce que certains sujets sont OK et d'autres non? Pour pratiquer ton français, je t'invite à répondre à toutes ces questions à l'oral et ou à l'écrit. N'hésite pas à partager l'épisode avec ton ou ta prof de français, ton ou ta coach, tes partenaires de conversation et discutez-en ensemble. Et toi, personnellement, de ton côté, est-ce que tu sens que tu te retiens de t'exprimer parfois? Quelles en sont les raisons? Est-ce que ça t'arrive de parler de sujets sensibles en français et avec qui? Comment te sens-tu quand tu le fais? La semaine prochaine, je te parlerai de la prise de parole des gens lambda, des gens comme toi, si tu n'es pas célèbre, et moi, et de comment certaines personnes ont plus le droit de parler et d'être écoutées que d'autres, de liberté d'expression des habitants et habitantes d'un pays, de la peur de dire des bêtises ou de déplaire, et du défi supplémentaire de parler une langue qui n'est pas ta langue maternelle ou celle dans laquelle tu as étudié le sujet en question. N'oublie pas de consulter les notes de l'épisode pour voir les liens et le lien d'inscription pour le webinaire. Pour t'inscrire à ma newsletter, tu peux aussi me contacter par email si tu veux réagir à l'épisode. Ça me fera plaisir de te lire. Ciao, ciao!